Deuxième partie de l'Africa Newsroom, Alpha Oumar Diallo, consultant financier, Corinne Azoumé, fondatrice de Serafrique, également chargée de mission au Bénin, chargée de communication et de mission pour le mouvement pour la relève. Notre éditorialiste Jemal Taleb est toujours avec nous et on poursuit autour de ce qui se passe actuellement au Libéria. Est-ce que, quand bien même la plainte de Charles Bromskin n'aboutit pas, quand même la commission électorale prend beaucoup de retard. Donc, est-ce que même si la plainte est invalidée, la commission électorale n'a plus de temps pour organiser cette élection présidentielle le 7 novembre? En fait, c'est ça le vrai problème, parce que déjà, on sait que tout le monde avait dénombré des dysfonctionnements au niveau du premier tour, et là, on zèle le processus. Ça veut dire que la commission électorale ne peut plus travailler jusqu'à ce que la Cour suprême statue. Donc, du coup, ça raccourcit encore le délai pour la Cour suprême de corriger les failles du premier tour et de faire en sorte que le second tour se passe encore mieux. Donc, pour moi, la Cour suprême pouvait dire que l'élection n'est pas liée le 7, mais permettre à la Cour suprême de pouvoir continuer à s'organiser, ne serait-ce que pour corriger les dysfonctionnements du premier tour qui sont liés en grande partie à la logistique, à l'acheminement des bulletins de vote et de tout le matériel qui rentre dans le processus électoral. Parce que ça aussi, c'est quelque chose qu'il fallait en tenir compte pour ne pas geler le processus en fait. Jemal, vous êtes d'accord avec cette idée que la Cour suprême n'aurait pas dû suspendre le processus électoral? Non, la Cour suprême applique le droit et on ne peut pas lui reprocher d'appliquer le droit. À partir du moment où il y a péril grave, sérieux, c'est l'irrégularité d'un scrutin, que la Cour suprême est saisie, il est dans ses prérogatives et son droit de se saisir d'une situation. Qu'est-ce qu'elle a fait de grave? Elle dit, je vais saisir la commission électorale. Je vais lui demander de me donner les éléments qu'il faut pour pouvoir apprécier. Et en appréciant, à la lumière de ce que la commission électorale va lui donner, elle prendra une décision. Rien n'est dit aujourd'hui, le scrutin du 7 ne va pas avoir lieu. On dit juste qu'il y a des doutes concordants et sérieux. La commission électorale va présenter le travail qu'il faut, la Cour suprême va prendre une décision en fonction de ce qu'il faut. Ça s'appelle le droit et c'est très bien, je m'en réjouis absolument. Madame Azoumé. Alors, au niveau de la commission électorale, on se rend compte qu'on demande quand même la démission de tous les membres de la commission électorale. Donc, ça veut dire dans le fond qu'il y a au moins une crise latente. Donc, c'est en cela que la Cour suprême prend ses responsabilités. Il le faut bien pour statuer sur ce cas. Est-ce que le problème vient du fait que ce soit gelé? Parce que de toutes les façons, même si la Cour suprême décide que le premier tour soit rejoué, il y aura élection au Libéria. De toutes les façons, il y aura élection. Donc moi, je pense qu'il ne faut pas vraiment avoir la hantise des dates ou, comme disait, 2 semaines, etc. Dès le moment où on a l'assurance, parce que je reviens dessus, dès le moment où on a l'assurance que les résultats ne seront pas contestés, qu'on ne va pas retourner en fait dans des processus interminables de crise avec déjà tous ces médiateurs de salon qu'on voit avec leur balai de sorciers se présenter à chaque fois et qui n'ont pas vraiment de résultats probants. Donc pour moi, il est mieux de jouer la prudence et c'est bien à ce stade quand même de corriger le tir si besoin en était. Donc la prudence, on va passer au grand angle. En République démocratique du Congo, les autorités sensibilisent sur l'épargne. Les établissements bancaires sont récemment allés à la rencontre de la population pour leur en expliquer les enjeux. Une sensibilisation dans ce pays où l'épargne demeure sous la barre des 10%. C'est un reportage de Jacques Amboka. On se retrouve juste après. Nous nous poserons justement la question de l'intérêt de cette campagne. Inculquer à la population la culture de l'épargne, c'est le cheval de bataille que s'est fixé la BCC, la Banque centrale du Congo. Depuis des mois, la première institution financière du pays mène une campagne dans le cadre de l'éducation financière avec des résultats encourageants. En effet, une significative croissance des comptes ouverts auprès des institutions financières du pays est enregistrée. 3,8 millions de comptes actifs comptabilisés en fin septembre 2017 contre 545,3 000 à la fin de 2011. Cependant, cette évolution reste faible quand on considère la population du pays estimée à environ 80 millions d'habitants.
L'éducation financière est en fait une nécessité aujourd'hui parce que le diagnostic établi par les partenaires du secteur démontre qu'il y a un problème culturel. Il y a plus d'argent entre les mains des personnes, il y a beaucoup d'argent hors du circuit formel et étant donné que l'économie elle-même elle est tenue par les secteurs informels. Si la culture de l'épargne doit être inculquée auprès de toutes les couches de la société, la BCC fait des élèves congolais l'une de ses cibles privilégiées. L'autorité financière du pays estime que réussir à inculquer aux élèves la culture de l'épargne présente une base solide pour l'avenir. De nombreux élèves soutiennent et saluent cette vision qui leur est grandement bénéfique. J'ai compris vraiment l'importance de l'épargne. Maintenant, je sais que je dois épargner pour ne pas dépenser n'importe quoi parce qu'avant, je mangeais, j'ai dépensé tout et maintenant, je sais que je dois commencer à épargner pour mon avenir. Il faudra, estiment les observateurs, que le système bancaire du pays soit de plus en plus fiable pour stimuler la culture de l'épargne. La faillite de la Banque internationale d'Afrique au Congo, BIAC, est une situation qui n'encourage pas l'épargne. Cependant, les autorités de la BCC affirment avoir pris toutes les dispositions pour éviter les situations similaires. Soulignons par ailleurs que la Journée internationale d'épargne a été célébrée le 31 octobre à Kinshasa sous le thème « Épargner en République démocratique du Congo, c'est possible ». Monsieur Diallo, à l'heure où en République démocratique du Congo, plus de 50%, plus de la moitié de la population vit sous le seuil de pauvreté, moins d'$1 par jour, cette campagne des banques pour inciter à l'épargne, est-ce qu'elle n'est pas quelque peu absurde compte tenu de la situation que vivent des millions, 90% des Congolais, une situation extrêmement difficile? Bon, c'est vrai que parler seulement de l'épargne sans parler des autres problèmes auxquels sont confrontés le Congo, c'est un peu compliqué, mais bon, quand même c'est une bonne idée en tant que banquier, moi qui travaille dans le secteur. C'est pour ça que je vous pose la question. D'accord, depuis une dizaine d'années, c'est une très bonne idée d'inciter à la population. Mais si la population n'a pas d'argent, mais pour le peu qu'ils ont, s'ils dépensent une partie et qu'ils épargnent une autre, ce n'est pas une mauvaise idée. Plus de la moitié vit avec Je suis d'accord avec vous, par jour. Mais quand même, quoi à partir de là? Mais à partir du moment où on peut s'organiser, c'est toujours une bonne idée. Mais le problème, il faut le traiter en amont. C'est-à-dire que, comme vous disiez votre reportage, il faut faire en sorte que les capitaux et le revenu soient mieux partagés. On sait que le Congo demeure l'un des pays les plus riches du monde. Donc faire en sorte que les gens puissent avoir une répartition équitable des ressources du pays, ça c'est la première des idées. Deux, faire en sorte que la pauvreté baisse, ça c'est une deuxième idée. La troisième idée, c'est faire en sorte qu'il y ait beaucoup plus de bancarisation de l'argent qui circule. On va parler de la bancarisation justement. Voilà. Donc du coup, faire en sorte que le système bancaire soit le plus fiable possible, faire en sorte que quand les gens mettent de l'argent dans leur banque, même si la banque est en faillite, qu'ils puissent récupérer une bonne partie. En France, par exemple, si vous mettez votre argent dans une banque et que la banque fait faillite, vous pouvez récupérer jusqu'à 100 000 € de la part de l'État. Donc du coup, c'est quelque chose qui vous incite, au lieu de garder votre argent à la maison avec toute l'insécurité qui va avec, de le mettre à la banque. Donc c'est un ensemble de tout qu'il faut régler. Il ne faut pas seulement se fier au petit thème sur l'épargne en fait. Quand même. Corinne Azoumé, 90% de la population de la République démocratique du Congo, une inflation de l'ordre de 41% par an qui affecte violemment la population congolaise. Est-ce que cette politique, est-ce que les autorités ne se trompent pas de combat finalement? Bon, déjà, derrière une situation politique instable, de toute façon, se profile un horizon financier assez sombre. Pour revenir au revenu minimum du Congolais que vous estimez à $1, donc le SMIC se situerait autour de $30 à peu près. Bon. Avec, comme vous dites, une inflation, la vie chère, et il ne faut pas oublier le taux de change face au dollar, parce qu'on se rend compte que pour que l'argent sorte du pays, pour pouvoir exporter et importer, il faut déjà changer la monnaie en dollars. Et justement, le change, au niveau du change, il y a quand même une certaine fluctuation, et puis un taux de chômage assez élevé. Donc,
on parle d'épargne. Bon, peut-être qu'on veut, comme on dit, on veut déjà inculquer pour le futur une certaine base, qui est peut-être l'épargne, qui était un terme qui n'existe pas du tout au niveau du Congo, mais ce serait vraiment absurde de ne déjà rien avoir et avoir ensuite à épargner rien du tout. Donc il y a déjà un travail plutôt de stabilité politique à faire, d'industrialisation, de réduction du chômage, de plus de productivité, de formation de la jeunesse, parce que ça danse beaucoup sur le terrain. Et il y a un travail énorme à faire pour un pays qui regorge de richesses incommensurables et qui dort un peu sur ce potentiel-là. Donc il faut traiter... le problème à la racine. Hein. Non, il avait dit en amont, en aval et à la racine. Voilà. Djemal Taleb, les autorités se trompent de combat? Bien sûr que non, évidemment que non, qu'ils ne se trompent pas de combat. La question est que, et votre question est absolument pertinente, que vous avez posée tout à l'heure, c'est difficile de dire à une population qui n'a pas les moyens d'épargner, et pourtant les moyens nécessaires pour financer l'économie. Ce sont des choix qu'il faut faire, et donc les choix, vous les faites quand vous voulez construire une économie moderne ou pas. Une économie moderne a besoin d'épargne, une économie moderne a besoin que la population consomme en même temps. Et donc l'équation est toujours très compliquée entre la nécessité de consommer pour que l'économie fonctionne et la nécessité d'épargner pour que l'économie soit financée. Et donc, quand on regarde le modèle des États développés, on se dit que le modèle est assis sur la consommation. Et donc vous poussez les gens à produire, consommer, pour que à chaque fois la consommation génère de la consommation. En même temps, quand vous mettez le produit du livret A et de l'assurance chômage, on est autour, dans un pays comme la France, de 2000 milliards de dollars. Et donc cet argent est assez important pour financer le logement et pour financer aussi le fonctionnement des banques. Une banque comme la Caisse des dépôts et consignations fonctionne beaucoup comme ça. Et donc la question c'est, est-ce que le Congo a besoin de se projeter demain dans une économie moderne? Alors, madame dit une chose qui est juste, c'est que si vous voulez épargner, vous avez besoin de la confiance. Or, la confiance s'acquiert quand il y a une stabilité politique. Or, au Congo, il n'y a pas de stabilité politique, évidemment. En tout cas, l'horizon tel que nous le voyons et ce qui s'est passé ces derniers temps ne pousse pas, malheureusement, à beaucoup d'optimisme. En revanche, on ne peut pas reprocher à un gouverneur de la Banque centrale de dire, si vous voulez que votre économie demain soit fiable, ceux qui sont capables d'épargner. Vous avez dit 50%, mais les autres 50% peuvent épargner. Mais là, 20%, ils vont auprès des étudiants. 20% peuvent épargner, 30% ils peuvent épargner et l'épargne est ce qu'elle est. Et en effet, votre question est pertinente. C'est difficile de dire à une population qui n'a pas les moyens d'épargner. Et de toute façon, très souvent, et c'est aujourd'hui actuellement le cas, le taux d'intérêt du livret A est très bas parce qu'en période de crise économique, vous poussez les gens plutôt à consommer. Sauf que quand vous êtes au Congo, vous poussez les gens à consommer un produit qu'ils n'ont pas fabriqué, pour lequel il n'y a pas de valeur ajoutée et dont l'apport sur le chômage, la création de richesse est très faible. Ça, c'est aussi un deuxième problème. Enfin, on parle du Congo parce que c'est le pays le plus important du continent de mon point de vue, 100 millions d'habitants, et vous avez raison, c'est une richesse absolument incommensurable et très importante, et il est capable à lui seul demain de nous donner une épargne importante. Mais en tout état de cause, je pense qu'il y a beaucoup de choses qu'il faut régler. Il faut que la confiance revienne, il faut que le niveau de vie soit un peu plus élevé, il faut que le taux de bancarisation, vous l'avez bien souligné, M. Diallo, il a raison, il faut qu'il soit évidemment un peu plus important, parce que pour l'épargner, il faut quand même savoir dans quoi épargner. Troisièmement, il faut que l'État garantisse dans quoi épargner. Si vous voulez mettre de l'argent dans une banque, vous n'avez pas confiance. Si vous mettez de l'argent dans un État en qui vous n'avez pas confiance, vous ne le mettrez pas. Et donc, il faudrait déjà commencer par le commencement. Je pense, moi, qu'il y a des étapes qui ont été brûlées, mais encore une fois, l'idée, la nécessité que le Congolais, que l'Africain épargne pour que demain les besoins en matière de financement de l'économie soient assurés est une chose, de mon point de vue, absolument vitale si demain nous voulons avoir une économie moderne capable de s'asseoir sur un modèle de développement raisonnable. Monsieur Diallo, 6 à 8%, c'est le taux de bancarisation actuel en République démocratique du Congo. Là aussi, les autorités posent le problème à l'envers. Il faudrait donc, comme le disait Djemal, et vous l'avez souligné il y a quelques minutes, que c'est la bancarisation aussi qui est aussi problématique dans ce pays. Oui, en fait, il faut mener les deux. Tout est lié de toute façon. Tout est lié, c'est l'économie. Donc, vous ne pouvez pas seulement appuyer sur un seul levier et dire qu'il doit être suffisant. C'est vrai qu'en amont, il faut faire en sorte que les gens aient confiance aux banques et qu'ils se disent, en mettant mon argent à la banque, je suis sûr que je ne la perdrai pas. Au moins, je ne perdrai pas qu'une partie. C'est-à-dire que si maintenant vous n'avez pas confiance aux banques et qu'une banque peut faire faillite du jour au lendemain et que toute votre économie que vous avez mise dedans pendant toute votre vie, que vous allez la perdre comme ça, vous ne pouvez pas mettre votre argent. Donc le problème,
Ça, il faut y travailler, faire en sorte que les banques qui ont des licences dans les pays puissent respecter les clients et que si les clients ont besoin de leur argent, qu'ils puissent récupérer une partie. Et que quand les banques sont en faillite, que l'État garantisse aux clients, à la population qu'elle va récupérer une bonne partie. C'est pas gagnant. Si vous ne faites pas confiance à l'État lui-même, c'est compliqué. Oui, je suis d'accord. Mais un gouverneur de la Banque centrale agit à son niveau. Excusez-moi, Madame Azoumé. Un gouverneur de la Banque centrale agit à son niveau. Il ne peut pas régler tous les problèmes du Congo. Il ne va pas dire que tant qu'il n'y a pas un bon processus électoral, tant qu'il n'y a pas d'alternance, moi je ne vais pas parler économie. Est-ce que dans un pays qui est déjà instable, dont l'horizon est quand même assez assombri, on a envie justement d'épargner son argent. On a plutôt envie de sortir l'argent du Congo pour épargner dans les autres pays beaucoup plus tard. Donc déjà la situation, c'est pour ça que je ne suis pas contre, mais un gouverneur de la Banque centrale est là pour régler une question monétaire et économique. Il ne s'occupe pas de tous les problèmes. Il ne s'occupe pas d'un processus électoral, il ne s'occupe pas d'un processus politique. Non, mais je sais, mais ça influe nécessairement sur... Oui, mais l'Asie à son niveau... Oui, je suis d'accord avec vous, mais l'Asie à son niveau, il ne va pas dire, moi, en tant que gouverneur de la Banque centrale, je vais croiser les bras. Tant qu'il n'y aura pas de stabilité politique, je ne vais pas prendre des mesures économiques. C'est pour ça qu'on parlait d'une campagne un peu à contre-courant. C'est-à-dire la situation politique est alarmiste. Bon, effectivement, il n'y a pas suffisamment de ressources financières. Il y a une fluctuation de la monnaie vis-à-vis du dollar. Donc peut-être c'est pour ça qu'on dit qu'ils préfèrent garder donc la monnaie sur place pour pouvoir changer quand le taux est préférentiel. Donc il y a des choses beaucoup plus sérieuses à régler que mener une campagne onéreuse pour l'épargne d'argent qu'on n'a pas et dans un pays qui est tout à fait instable. Non, vous pouvez difficilement dire au gouverneur de la Banque centrale, et vous avez raison, aux autorités du pays de ne pas faire une campagne, il faut la faire. Pourquoi vous faites de l'épargne? Vous faites de l'épargne parce que vous avez besoin d'argent frais. Vous supposez que vos populations ont de l'argent qu'elles ont besoin d'épargner. Et à partir du moment où elles sont épargnées, ça rentre in fine dans les caisses de l'État. Quand on rentre ces caisses de l'État pour financer des secteurs de l'économie qui ont besoin d'être financés parce que le marché international ne le couvre pas, parce que le budget de fonctionnement et d'investissement de l'État ne le couvre pas. C'est plutôt une bonne chose. La question, c'est que vous pouvez difficilement dire à la population d'épargner quand on n'a pas les moyens, et la partie qui a les moyens peut difficilement lui dire de le faire dès lors qu'elle n'a pas confiance. Et là, pour le coup, le gouverneur de la Banque centrale, c'est aussi le haut fonctionnaire d'un pays qui travaille au service d'un gouvernement. Il mène en place la politique monétaire d'un pays et donc il est normal qu'il agisse aussi selon le pouvoir politique. Et donc, le pouvoir politique a l'obligation de mettre en place les mécanismes qu'il faut pour garantir à la population la sécurité de son investissement, de son épargne, la sécurité donc du produit de l'épargne, c'est-à-dire ce qu'ils sont capables de produire en termes d'intérêt, et puis surtout la traçabilité de ce qui va se faire. Si je suis épargnant congolais, mon premier souci est de savoir si j'épargne, est-ce que mon argent va être... Est-ce que les taux d'intérêt sont assez intéressants? Est-ce qu'il ne va pas être parti? Troisièmement, qu'est-ce que je vais gagner? Ce sont là les choses auxquelles je vais... Et puis en même temps, suis-je capable d'épargner à partir du moment où les besoins essentiels ne sont pas financés par mon pouvoir d'achat? Ça, c'est un autre débat. Et donc, c'est une situation dans son ensemble. Mais la démarche du gouvernement congolais, pardon, on est obligé de la saluer parce qu'elle lui doit bien. Et d'ailleurs, l'un des gros problèmes que nous avons sur le continent africain, c'est que nous faisons très peu d'épargne, nous développons très peu d'épargne. Et quand vous regardez les gestionnaires de fortune à l'étranger, vous êtes absolument effaré par le nombre d'Africains qui est dedans. Ça veut dire moi, je pense que l'argent de la campagne aurait pu être quand même utilisé pour régler des problèmes sociaux beaucoup plus sérieux. Non, c'est très Parce que, est-ce qu'on a le budget de cette campagne? Madame Azoumé, si vous voulez, on va continuer d'en parler, mais on va marquer une courte pause et on se retrouve dans quelques instants.